Et salut à tous les amoureux et amoureuses de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et pour la grosse vidéo de cette semaine, eh bien, je vous parlerai de Apocalypse World, que voici, que voilà, qui brille en plus. Et oui, vous pensiez peut-être que moi, le vieux MJ rôliste tradi, je vous parlerai jamais de ce jeu et des jeux de manière générale dans cette catégorie, on va dire, de notre passion, ceux qu'on appelle les jeux narrativistes, ou tout simplement narratifs, hein, indépendants, en tout cas indies, comme on dit. Eh ben si, je vais vous en parler et je vais même vous en dire du bien. Je vais même vous dire à quel point j'ai eu du plaisir à le maîtriser, j'ai eu du plaisir à y jouer, puisque j'y ai joué et je l'ai maîtrisé. Et franchement, eh ben, c'est une véritable révolution d'une part, comme diraient certains, mais c'est aussi une véritable surprise pour ma part, parce que bah, sur le papier, franchement, j'aurais jamais parié comme quoi ce jeu aurait pu me plaire, même si la thématique me plaisait. Franchement, je pensais pas que cette mécanique pourrait, d'une certaine manière, me toucher. Elle m'a vraiment, et je pense à pas mal, pour ce qui est en tout cas de pas mal d'autres MJ, remis en cause pas mal de choses, de fondations, on va dire, en tant que MJ, par rapport à tout ce que nous, on a pu connaître et penser savoir, en tout cas, sur le jeu de rôle. La remise en cause, évidemment, de la narration, la mise en place de la narration partagée en particulier. Voilà, une autre manière de jouer, une autre manière d'appréhender le jeu de rôle qui, franchement, moi, bah, elle me plaît pas, on va dire, dans l'absolu. Mais voilà, ce jeu-là, lui, par contre, m'a conquis par sa thématique avant tout, mais aussi parce que bah, j'ai fini par comprendre où il voulait, d'une certaine manière, en venir. Avec, on va dire, un système qui est vraiment particulier, qui est présenté en plus d'une manière aussi particulière, vous allez le voir. Et voilà, donc voilà, j'ai été quelque peu ébranlé dans mes fondations. Et je pense que vraiment, je ne suis pas le seul hein, à avoir pris ce jeu de manière assez, on va dire, incongrue, bizarre. On peut toujours en tout cas le trouver extrêmement incongru et bizarre. En tout cas, certains le jugent injouable en l'état. Certains le jugent très difficilement jouable tel qu'il est écrit dans le livre. C'est vrai, mais bon, il y a eu après des améliorations, il y a eu plein de choses qui ont été faites justement pour aider les MJ à pouvoir on va dire, en tirer quelque chose. Parce que, ben, vu comme il est écrit, en tout cas là, dans ce livre, la première édition, parce qu'après en plus le système de jeu dit Powered by the Apocalypse PBTA pour ceux qui... Il y en a eu évidemment des déclinaisons, ce qu'on appelle donc des hacks, hein, ça vient de là en plus, les hacks. Et ben voilà, c'est un véritable mouvement hein, qui était derrière tout cela, un nouveau mouvement en tout cas, donc le mouvement issu donc, des réflexions de la Forge, qui voulait, on va dire, une autre manière, enfin qui proposait en tout cas une autre manière de jouer à partir donc d'une réflexion profonde sur ce qu'était justement le jeu de rôle. Et voilà, on est là dans un jeu qui se veut, en tout cas, et c'est vraiment sa volonté profonde, émuler un genre avant tout. Et donc c'est là qu'on entre donc dans l'aspect narratif, où l'aspect narratif va être beaucoup plus important que tout autre, que l'aspect donc ludique ou que l'aspect donc tactique ou l'aspect on va dire simulationniste, même si techniquement on peut, on va dire, entrer dans une certaine partie de simulationnisme, mais pas de ludisme du tout. En tout cas, ce jeu, il n'y en a vraiment pas. C'est vraiment pas fait pour ça. On est vraiment, on va dire, dans une autre optique. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec ce jeu, c'est que vraiment il faut purement et simplement désapprendre en fait pas mal de choses que nous on a apprises, qu'on a eu l'habitude, on va dire, de pratiquer autour de la table de jeu. Si on veut vraiment jouer sincèrement à ce jeu, sinon bah, on ne fait que utiliser un système qui va d'une certaine manière même pas forcément bien s'adapter à une pratique traditionnelle. Car si vous le jouez réellement de manière tradie, vous n'aurez en fait qu'un système qui vous verrez que concrètement il a des ça colle pas, c'est évident. Donc il faut vraiment le jouer sincèrement tel qu'il est pensé, tel qu'il est écrit, mais il faut encore le comprendre et comprendre la logique, comment dire justement, du jeu tel qu'il a été pensé. Alors Apocalypse World, c'est un jeu donc paru en 2010, sachant que évidemment Vincent Baker avant avait fait d'autres jeux extrêmement connus. Si je ne dis pas de bêtises, donc c'est bien lui qui a fait normalement justement Dogs in the Vineyard, voilà, qui était quelque peu le précurseur
juste avant, donc qui date de 2005, que je vous présenterai peut-être un de ces jours aussi, et qui a vraiment, je dirais, défrayé la chronique, mais en tout cas qui a lancé le mouvement. Il a fait également depuis Psyrun, qui est aussi un jeu qui est très très apprécié. Voilà, donc ça c'est pour l'auteur. L'auteur est vraiment quelqu'un de vraiment particulier. C'est vraiment un auteur qui, a, qui, a, qui est, on va dire, un peu le porteur d'un, de l'idéologie, je dirais, même si le mot est un peu trop fort, vraiment d'un mouvement particulier dans le GDR. Que voilà, il y en a encore beaucoup qui le défendent, hein, comme on disait beaucoup. On en parlait encore voilà, sur comment dire, le Discord Tabula Rasa ou même en live. Les mouvements indie sont extrêmement peu nombreux en fait, mais sont très très, en tout cas, on va dire, ils partagent beaucoup leurs idées. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils ont une très très grande visibilité, alors que pourtant c'est une minorité vraiment des pratiques de jeux de rôle. La preuve, c'est que nous on joue quand même de manière assez traditionnelle. En ce moment, on joue pas à Apocalypse World. La dernière campagne telle qu'on l'a jouée, bah, ça date d'il y a plus de 2 ans. Ouais, à peu près 2 ans, où on avait vraiment réussi à faire une table plutôt sympathique autour de cela, avec c'était pas moi le MJ, mais bon, j'y avais été joueur, d'ailleurs. Ça, c'est mon personnage, voilà, la terrible beauté fatale. Voilà, donc ça se présente comme ça, un personnage, hein, mais je vais y revenir. Puisque le personnage, c'est un archétype dans Apocalypse World, et on a vraiment joué donc on a un livret. Donc c'est un jeu qui vous nécessitera de faire beaucoup de photocopies et d'avoir des aides de jeu, parce que ben, voilà, c'est nécessaire, on va dire, pour on va dire la fluidité du jeu, et puis ben, la praticité. Chaque joueur en fait a une feuille de personnage spécifique qui correspond à son archétype, ou sur lequel il va avoir normalement toutes les informations dont il a besoin. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, on va dire, dans cette optique là. Alors, le principe d'Apocalypse World, qu'est-ce que c'est à la base? Avant de rentrer vraiment dans les détails, eh ben, c'est un jeu de rôle, vraiment, où donc déjà, voilà, on met en place, comment dire, une autre terminologie. Le maître du jeu n'est pas appelé maître du jeu, il est appelé donc MC, Master of Ceremonies, le maître de cérémonie, comme on va dire un peu dans la logique, on va dire, de ces chapelles, on va dire, de ces églises chrétiennes aux États-Unis, où donc la personne, c'est celle qui va officier, comment dire, pour justement amener les gens à chanter justement dans les chants religieux pendant l'office. Et également, donc ça a été repris après pour donc on va dire tout ce qui est mouvement hip-hop, rap, etc. Et donc ça vient de là, hein. Donc il y a quand même une idée à la base, c'est que c'est vraiment voilà, c'est un meneur, certes, Master of Ceremonies. On n'est pas, comment dire, dans la volonté en tout cas déjà d'instiller un terme qui va dire que bah, il va être là pour être un arbitre, pour être, on va dire, plus un garant des règles, mais il va être plus là en fait pour justement être un garant plus de l'ambiance, plus, on va dire, des échanges justement, et des échanges entre les joueurs, et des échanges justement avec l'univers. Donc déjà, on est dans une totale autre optique. Le MC, il va mettre en place, on va dire, des obstacles que vont devoir justement résoudre, en tout cas, des intrigues, où on va dire, enfin c'est représenté par ce qu'ils appellent des fronts à l'intérieur donc du livre de règles. Et il va donc présenter des ennemis, hein, des obstacles, des personnages non joueurs qui vont donc être résolus, on va dire, par interaction évidemment avec les joueurs. Du moins, c'est dans cette optique-là que c'est présenté. Les joueurs, eux, vont donc jouer des archétypes forts qui représentent chacun un rôle important au sein donc de ce qu'on pourrait imaginer étant une communauté donc post-apocalyptique, puisqu'on joue dans un univers post-apocalyptique. Vraiment, on est dans Mad Max, sauf qu'il y a une petite touche en plus de surnaturel qui est représenté par le maelstrom psychique, qui concrètement il n'est pas détaillé, puisque le but évidemment c'est que, et c'est ça qui va être déjà la première chose qui va mettre en péril, mettre on va dire en sueur pas mal de MJ, enfin de MC et de joueurs, c'est que le monde en fait va se créer ensemble, il va se créer entre les joueurs et le MC, et entre les joueurs eux-mêmes. C'est eux qui vont créer leur communauté, qui vont créer leurs règles de vie,
qui vont définir leurs relations, sachant que les relations sont très importantes évidemment dans le système de jeu, puisqu'on a un système donc, de ce qu'on appelle, donc c'est les... alors, il s'était marqué où déjà sur ma feuille, c'est ce qu'on appelle donc les HX. Donc on a en fait, voilà, les HX ici, on a donc un niveau de relationnel en fait avec justement les personnages du groupe. Voilà, qu'on appelle donc HX, qui vient, c'est en fait, c'est les HX, c'est le terme pour désigner en fait les transmissions dans le milieu médical. C'est assez étrange, mais c'est pourtant ça, voilà, c'est exactement ça. C'est les relations qu'on a justement avec les autres et les échanges qu'on va faire avec eux justement, et donc le niveau d'implication qu'on a en fait avec ces personnages et qui va se résoudre petit à petit. Donc soit on va commencer avec un niveau négatif, donc on n'a pas vraiment d'intérêt pour la personne, mais ça va changer. Soit on a un niveau très positif, et à partir d'un niveau très positif, on va aller jusqu'à un certain palier, et après on va redescendre, une fois qu'on a résolu en fait notre relation d'une certaine manière avec eux. Ça c'est vraiment des choses assez particulières. Sinon, au niveau des caractéristiques, on est donc défini par les caractéristiques donc cool, dur, sexy, rusé, qui vont donc de -3 jusqu'à environ plus 3. C'est possible d'aller jusque là. On a, on va dire, des seuils de dégâts qui sont décrits par donc une roue comme ceci, qui va définir en fait notre jauge de dégâts, mais qui est présentée donc sous forme circulaire. Donc ça peut paraître assez particulier. On a évidemment donc les règles de création qui sont sur la feuille, donc avec donc notre nom, nos caractéristiques, les fameux HX, le look, le matériel. Donc avec le matériel en plus, on a le système de troc. Donc comme évidemment il n'y a pas de monnaie, on est dans un univers médiéval fantastique, post-apocalyptique, pardon. Médiéval fantastique, ce sera pour la semaine prochaine, avec Dungeon World justement, qui est le hack Medfan à partir du système Apocalypse World. C'est pour ça que j'y pense déjà à l'avance. Et donc on a, comme je disais, un système de troc, où donc on va avoir évidemment tout ce qui nous est nécessaire, puisqu'on va devoir évidemment dépenser régulièrement de la nourriture, avoir besoin de certains matériels pour payer des services, pour payer des choses. Eh ben, c'est représenté donc par le troc, des unités de troc. Les actions, donc on a des actions spéciales, sachant qu'on a évidemment aussi dans le système ce qu'on appelle donc des actions de base, donc les moves de base qui définissent en fait la manière dont déjà le personnage peut interagir dans le jeu. Et c'est ça qui est également la deuxième chose très, on va dire, je dirais, particulière à laquelle vont devoir se confronter les joueurs, c'est qu'ils ont en fait un panel d'actions qui est réduit pour ce qui est en tout cas des actions de base, qu'on appelle donc des moves, donc des... alors il faut que je retrouve la feuille qui détaille justement les fameux moves de base. Alors pourtant j'avais classé mes choses, mais donc voilà, il y a les feuilles de front, ça je les ai retrouvées. Les moves, les menaces, donc ça c'est pour les feuilles du MC. Ah, elle doit être là, je pense, maître de cérémonie. Et voilà, le maître de cérémonie, les actions et menaces, les actions de base et périphériques. Voilà. Alors donc, quand on veut résoudre en fait une action, puisque tout va se passer d'une certaine manière par l'échange, surtout par le RP, hein, c'est des jeux quand même qui se veulent vraiment favoriser l'interaction entre les personnages. Eh ben, on va avoir donc des actions de base qui vont permettre de résoudre justement les conflits quand la nécessité émergera dans le récit. Et donc on jettera des dés, donc le système de résolution c'est 2d6 plus un bonus, et en fonction évidemment du résultat qu'on va faire, si on fait 6 ou moins c'est raté, donc on a échoué et il y a une conséquence. Si on est donc entre 6 et 9, c'est un résultat partiel, donc on a réussi, mais il va y avoir évidemment une compensation, un sacrifice, quelque chose on va dire qui va nous arriver. Et si on est au-dessus de 10, eh ben, la réussite est très très bonne, et là on a réussi plus on gagne un petit avantage. Voilà.
globalement, ça se passe de cette manière, et il y a donc une action comme ça pour agir face au danger, agresser quelqu'un, prendre quelque chose par la force, séduire ou manipuler quelqu'un, faire le point sur une situation tendue, donc c'est une sorte de jet de perception ou jet de, on va dire de compréhension de l'environnement. Cerne quelqu'un lors d'une situation tendue, donc là c'est pour essayer de deviner un peu les intentions des gens. Donc par exemple justement sur cette action là, si on réussit, ben, on va avoir plus ou moins de questions en fait à poser au MC qui va nous dire ce qu'on peut, on va dire, discerner sur la personne en question. Ouvre ton cerveau maelstrom psychique, donc là c'est l'action on va dire un peu mystique pour justement essayer d'avoir des choses qui vont nous arriver de ce maelstrom qu'on va définir quand on va mettre en place l'univers et aider ou interférer avec quelqu'un. Donc là on aide quelqu'un, on va pouvoir donc avoir notre bonus de HX justement pour l'aider ou pour interférer, c'est-à-dire l'empêcher de faire une action si on l'aime pas. Et à la fin de la partie, choisis on va dire sur qui tu en sais le plus justement pour modifier ce HX. Et après, en fonction évidemment de pas mal de petits facteurs, il va y avoir également un système d'XP. J'y reviendrai sur l'XP parce que c'est vraiment aussi un peu particulier. Alors, chose aussi, parce que c'est déjà déroutant pour les joueurs, puisque donc ils vont jouer ces archétypes. Donc les archétypes qui vont être jouables, donc en tout cas dans la version de base. Donc il y avait l'ange gardien, voilà, qui est donc le soigneur du groupe. Voilà, la beauté fatale, qui est en fait plus un assassin en fait. Voilà, c'est le personnage que je jouais. Moi, je jouais une snipeuse assassine. L'arrangeur, donc c'est le fixeur, hein, celui qui va vous procurer biens et services. Le biker qui lui donc va avoir sa moto, va pouvoir pimper sa moto et avoir son gang aussi de bikers avec lui, parce qu'on va pouvoir également gérer des mobs avec nous, hein, des PNJ. Le chien de guerre qui lui c'est plutôt la voiture, hein. Il aime bien le combat, la baston et les gros cylindrés normalement aussi, hein, je crois que c'est lui, si je ne dis pas de bêtises. Bon, en tout cas c'est un voilà, il a gang et véhicule, donc il a un gang et des véhicules. Le céphale, donc là c'est le psionique, hein, du groupe qui va faire des trucs vraiment zarb. C'est là qu'on a la tonalité du jeu, hein, c'est que quand même on est dans du post-apo, mais du post-apo qui va être orienté justement par ces archétypes très forts. Donc ça va déjà quand même définir l'univers à travers ces archétypes. Donc après on a aussi donc l'envoûteur. Donc lui ça va être plus un personnage charismatique. Le machiniste, donc lui va être plus sur la réparation des machines, mais avec un petit côté un peu aussi empathie avec les machines, un peu psionique justement sur les machines. Le passeur, donc lui c'est on va dire, il conduit des go fast, voilà, donc lui il va pimper sa voiture. Aussi, il va faire vraiment du drive-by, il va faire des cascades et tout, ça va être terrible. Le prophète, donc là aussi pareil, le gourou de secte. Le taulier, un personnage très important, qui lui en fait va être celui qui va être le chef de la communauté d'une certaine manière. Donc c'est un personnage qui est quand même assez important, c'est vraiment le petit roi, comment dire, voilà, c'est comme par exemple dans Mad Max 3, c'est comment dire la chef de Bartertown, hein, voilà, c'est le taulier en fait, c'est Tina Turner, si je puis dire. Il y avait quelques archétypes supplémentaires, hein, qui avaient été on va dire qui étaient sortis, donc qui étaient issus justement, puisque c'était un financement participatif qui était issu justement de bonus en fait débloqués lors du financement participatif. Donc la pierre de touche, la quarantaine, la marmotte, et oui, le chocolat dans le papier alu, le maestro, le sans visage, voilà, et le order. Alors certains ont été repris dans la deuxième édition que je vais vous montrer après, mais voilà, ça n'en reste pas moins que on a des archétypes donc très très variés, voilà, qui donnent vraiment des archétypes, même des stéréotypes, devrais-je dire, archétypes plutôt, de personnages très très forts qui vont donc servir le jeu. Et c'est là justement où le jeu prend toute sa force, c'est justement dans ces archétypes qui sont, on va dire, voilà, des héros, les héros dans le sens, on va dire, plutôt romanesque du terme, plus que vraiment dans le sens qu'on pourrait on va dire le considérer, parce que souvent on va dire c'est plus des anti-héros ou alors voilà, des survivants, puisqu'on est quand même dans un monde post-apo, donc on va plutôt jouer des survivants qu'autre chose, dans une communauté plus ou moins soudée avec voilà, des gens qui vont évidemment avoir
des relations plus ou moins conflictuelles. À savoir que aussi, donc ils ont tous des actions particulières en plus des actions de base qui vont leur permettre donc de réussir ou de faire des actions. Par exemple, moi, ma beauté fatale au niveau des actions particulières, elle avait mortel et sexy. Et donc, je peux, comment dire, regarder un PNJ droit dans les yeux et le faire flancher, quoi, juste grâce à mon regard de tueuse. J'avais donc des nerfs d'acier, j'étais impitoyable. Impitoyable, ça veut dire que je faisais beaucoup plus de dégâts quand justement j'utilisais mon arme favorite. Voilà, donc, et en plus, chose qui fait partie du genre justement, chaque personne a en fait une action spéciale qui est, on va dire, fondée sur le sexe. Dans la mesure où, comme les relations entre les personnages sont très très importantes, eh ben, le sexe va être justement en tout cas un point important qui va permettre de gagner justement des avantages. Et c'est d'ailleurs des actions à chaque fois qui sont sans jet de dés, c'est-à-dire que si on l'utilise, eh ben, on peut, on va dire, obtenir ce que l'on souhaite en fonction du personnage, justement grâce, on va dire, à des relations sexuelles qui vont d'une certaine manière, dans l'esprit en tout cas du genre et du jeu, nous apporter un avantage grâce, on va dire, à cette on va dire, action spéciale, si je puis dire. Voilà. Donc ça, c'est pour, on va dire, le personnage, mais comme je disais, le MC, lui, il va pas être à la noce non plus, c'est le cas de le dire, puisque lui, en fait, on lui conseille purement et simplement, dès le départ, d'arriver les mains dans les poches. En fait, il prépare rien. Et c'est ça qui est le plus déroutant. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a le plus gêné dans le jeu quand je suis arrivé. C'est quoi? Je prépare rien, j'arrive comme ça. Alors, généralement, je prépare quand même. Je dis toujours, j'arrive les mains dans les poches, mais non, soit j'ai réfléchi à quelque chose, soit j'ai quand même une petite idée de ce que je veux faire. Bon, en fait, j'ai triché, puisque d'une certaine manière, j'arrivais quand même avec une proposition de thématique dans le post-apo, et après, on construisait avec les joueurs sous forme, on va dire, de questions. Ce qui est un questionnaire après auquel on répond, qui permet de définir les relations entre les joueurs, et après on va définir également l'univers de jeu. Donc on va faire une session 0 où on va créer les personnages, créer les interactions et créer l'univers entre les joueurs et le MC. Voilà. Et créer donc du coup les premiers PNJ qui vont servir dans la campagne. Donc voilà, par exemple, j'ai fait une campagne, donc la dernière que j'ai faite là, on jouait à New York. Voilà, on protégeait en fait un bâtiment qui était sur Manhattan, et c'était, voilà, on protégeait notre territoire. Et il y avait, on va dire, des menaces qui étaient autour et qui se définissaient petit à petit, et qui vont petit à petit, une fois qu'elles sont définies, devenir ce qu'on appelle donc des fronts. Donc voilà, donc on a une feuille de front comme ça qui va définir donc le MC en fait va profiter. Donc ça sera deuxième, troisième séance de jeu. Enfin, voilà, après la session 0 en tout cas, il va définir justement les fronts, parce que la première séance ne fait rien. On définit vraiment l'univers de jeu et on commence à jouer en fait uniquement à partir de ce qu'on va créer dans la séance. Et ça c'est très important, et on va dire ça fait partie aussi vraiment des spécificités du jeu. Et donc les séances suivantes, eh ben, voilà, il va définir plus précisément les menaces, les obstacles, donc les fronts. Et eh ben, les personnages vont petit à petit on va dire, se mettre en action, vont par le RP, par on va dire, les échanges entre PJ et MJ, comme dans un GDR classique, développer des choses, faire avancer le récit. Chaque action qui est faite est là justement pour faire avancer le récit. C'est le but en fait du système de jeu, c'est que il n'y a pas vraiment d'échec. Même l'échec, comment dire, doit permettre normalement de faire continuer justement le récit. C'est le principe. Et les résultats, on va dire, partiels, et les résultats éclatants aussi. Tout est censé en fait permettre de rebondir. Il n'y a pas, normalement, c'est censé éliminer le côté, voilà, t'as raté ton action, c'est fini, voilà. Ce qui peut arriver dans certains jeux de rôle, surtout si on pratique vraiment des systèmes de jeu, on va dire, à résolution binaire. C'est-à-dire, voilà, t'as réussi ton jet de dés, t'as réussi ton action, t'as réussi ce que tu voulais faire, t'as raté, t'as raté, et puis tant pis. Et ça peut parfois, on va dire, couper d'une certaine manière le récit et la narration. Là, le but exprimé, en tout cas, est d'éviter ce genre de choses. Ce que je peux comprendre, hein, parce que
on a tous été confrontés de près ou de loin à ce genre d'écueil dans des parties de jeux de rôle, et c'est tout à fait, on va dire, tout à fait courant que ça puisse en effet arriver. Voilà. Donc, le jeu va donc se dérouler de cette manière. Après, donc, chaque PJ, à la fin de la séance, on fait des tours de table justement pour déterminer les progressions. Quand on va rater un jet de dés, on va justement marquer un point d'expérience. Donc, chaque échec, d'une certaine manière, est récompensé. On progresse de ces échecs. On va également faire donc justement le tour de table pour dire voilà, pendant la séance de qui tu as appris. Donc on peut modifier à ce niveau-là les HX et gagner également aussi des points d'expérience. Voilà, en ayant résolu évidemment les relations qu'on a avec les personnages. Donc on est invité quand même à interagir avec les autres si on veut d'une certaine manière progresser. Et après on a une petite table de progression comme ceci. Donc on va cocher en fait ces points d'expérience et une fois qu'on en aura coché donc 4, on a le droit donc de faire une augmentation telle qu'elle est prévue donc sur la feuille de personnage. Voilà. Donc ça c'est pour le système d'expérience. Comme vous voyez, c'est un système qui est finalement pas si complexe que ça, mais après, de la part du MC, il va falloir comprendre les règles, comprendre comment elles ont été écrites, et surtout savoir comment les utiliser, et les utiliser, on va dire, de manière pragmatique. Ce qui n'est pas forcément évident, vous en conviendrez. Voilà. Donc, maintenant, je peux, après tout cela, puisque je pense n'avoir rien oublié pour ce qui est en tout cas de vous présenter le jeu, la première édition que voici, donc ça c'est la version donc, de chez la boîte à E qui date donc de 2012, à partir donc de la première édition qui elle date de 2010. La boîte à E a été connue, franchement je les regrette beaucoup, pour justement éditer, traduire des jeux vraiment particuliers. Là c'en était un. J'ai eu un bouquin donc de 314 pages. C'était 27 € à l'époque, en 2012. Et donc, le livre, en tout cas, se lit, on va dire, assez vite, puisque c'est quand même la mise en page est assez aérée, si je puis dire. Les pages sont pas, il n'y a pas énormément de texte. Par contre, à lire comme ça, c'est du système de jeu, et donc c'est pas super agréable. Et on se dit, mais ils veulent en venir où, comment dire, avec tout ça. Et c'est ça qui va être, on va dire, le plus gênant, parce qu'on va donc nous décrire tout d'abord, pour commencer, les actions, voilà, les bases du jeu. Après, toutes les comment dire, donc chaque action est décrite sous la forme, donc comme je vous disais, d'une table comme ceci de résolution, avec donc en fonction de ce qu'on va faire, du résultat qu'on va faire, un résultat. Donc par exemple, infliger, ça c'est les actions périphériques pour le combat, séduire ou manipuler. Par exemple, sur 10+, c'est à toi, comment dire, de voir si tu tiens ta promesse plus tard. Donc on promet quelque chose à quelqu'un, on peut, comment dire, voilà. 7-9, il peut d'abord avoir une preuve concrète, la suite là tout de suite que tu vas tenir parole. Voilà. Et si tu fais 6 ou moins, il refuse. Et on coche une bulle d'expérience, etc. Voilà. Et donc on peut choisir 2 options en fonction du résultat qu'on va faire, etc., etc. Et à savoir que oui, vous l'avez bien entendu quand j'ai lu, il nous tutoie. Voilà. Donc ça peut aussi paraître assez déroutant, c'est que Sandbecker, l'auteur, tutoie, comment dire, la personne. Ça peut paraître assez étrange à la base. Il nous parle directement déjà et il nous tutoie. Donc on a, après la description de tous les archétypes, leurs actions spéciales, les règles de création de personnages, voilà comment ça fonctionne, comment dire, gérer sa première partie, donc la fameuse session 0, pour donc créer, comment dire, voilà, avec vraiment des directives, voilà, il vous dit faites comme ça, voilà, c'est vraiment un jeu extrêmement, on va dire, directif et procédurier, avec un protocole bien précis qu'il faut suivre. Et ça peut paraître, on va dire, assez étrange, parce qu'on ne nous a jamais, comment dire, traité de cette manière, mes bons amis, dans un livre de GDR. Voilà. Après, on va donc mettre en place le fameux organigramme entre les joueurs. Voilà. Donc
donc, sous cette forme, donc ce qu'on appelle dans le jargon, c'est comment dire, la relation map. Voilà, et on va donc construire justement les relations entre les personnages, et c'est en construisant ces relations qu'on va créer également les PNJ et l'univers. Bon, il y a des illustrations qui sont, je trouve, plutôt pas mal, hein, voilà, qui sont peut-être reprises à partir de photos, je pense. Après, on a les règles sur la présentation des fronts, justement, et comment créer ces fronts. Les actions. Après, on a les actions avancées, hein, aussi, qui sont on va dire, présentées, puisqu'on a des actions, on va dire, extraordinaires, qui, si jamais on arrive à faire 12 ou plus sur les jets de dés, permettent de faire vraiment des effets particuliers. On a les règles sur les dégâts et les soins. Les règles d'amélioration aussi pour améliorer les véhicules, le gang, les armes, etc. Les actions de base. Donc le jeu se veut en plus comme voilà, en plus on le voit à travers les illustrations, beaucoup donc sur les relations entre les personnages. Ça c'est vraiment voilà, c'est quand même assez charnel. Faut quand même se le dire. On est quand même dans un univers apocalyptique. Et voilà, l'aspect, comment dire, charnel, l'aspect sexuel est quand même extrêmement important. Donc voilà, à ne pas mettre non plus entre toutes les mains. Après, vous avez le droit, évidemment, de plus ou moins doser, comment dire, la chose. Mais sachez que voilà, vaut mieux jouer à ce jeu entre adultes, consentants, c'est le cas de le dire, parce que voilà, va y avoir de la coucherie, c'est clair, et c'est prévu dans le jeu, parce que c'est dans le genre. Dans le genre, voilà, on peut obtenir, on va dire, des faveurs, on peut obtenir des choses, on peut faire avancer le récit, justement, en utilisant, on va dire, le sexe et les faveurs sexuelles. Voilà, c'est comme ça, faut se le dire, et une fois que ça on l'a dit, eh ben, on l'a dit. Ensuite, la description donc, du matériel, avec les fameux donc, gangs, justement, parce que ça fait partie du matériel, les véhicules, justement, et avant on avait eu donc les améliorations, et donc voilà, et on termine donc sur un chapitre sur les perversités techniques, c'est comme ça qu'il le dit, où justement il nous amène à réfléchir et à essayer justement d'aller plus loin en fait, et de résoudre peut-être certains problèmes. Il y a donc la ludographie qui est ici. Voilà, aussi de savoir de quoi il s'est inspiré, les inspirations médiatiques, l'horloge de la fin du monde, voilà, les règles encore supplémentaires. Savoir d'où ça vient en fait, hein, cette fameuse jauge, comment dire, sous forme de disque aussi. Voilà, et donc on a tout ça. Donc le livre de base, et il n'y a qu'un livre de base, hein, il n'y a pas de, on va dire, de supplément, est largement suffisant pour pouvoir jouer, c'est le but. Il n'y a pas besoin de supplément, puisque tout va se créer à partir donc du système qui vous est décrit là-dedans, pardon. Et voilà, donc il n'y a jamais eu de supplément, tout tient en un seul livre. Donc si en plus vous voulez un jeu qui d'une certaine manière est assez économique en termes de, on va dire, de livres, sachant qu'il peut être encore acquis en PDF, hein, assez facilement sur le site de l'auteur, mais également, alors pas la version française, mais la version deuxième édition en anglais, que voici, pour laquelle d'ailleurs j'avais fait la souscription, qui est une version avancée donc justement et améliorée, avec donc plein d'archétypes supplémentaires qui ont été rajoutés. Donc il y a toujours donc l'ange, la beauté fatale, donc l'acéphale, alors là ils sont en anglais évidemment, donc le driver, le gunlugger, le hard holder, le hocus, le maestro donc qui avait été rajouté. Il y a quelques playbooks supplémentaires qui ont été rajoutés, plus évidemment il y a encore eu d'autres rôles donc qui ont été rajoutés également, des rôles supplémentaires. Donc voilà, le faceless, le quarantine, le child thing, le water bearer, donc le porteur d'eau, les news. Alors là on en a eu un news dans notre groupe, c'était génial. Voilà, c'était vraiment le journaliste qui balançait, on va dire, des infos qui étaient normalement là justement pour faire le journal entre guillemets, pour diffuser des nouvelles justement par la radio. C'était vraiment super bon, c'était un rôle, comment dire, de fouille merde de la pire espèce. Ça a été vraiment des interactions extrêmement intéressantes. Donc cette deuxième édition, elle, est sortie donc en 2016.
fin de l'année 2016. Elle est un peu moins, elle fait 300, ouais, 306 pages. Et pourtant, le livre contient plus de choses, puisqu'il manquait des petites choses quand même. Mais bon, là, la mise en page est un peu plus concise, hein, c'est pour ça que ça fait peut-être un peu moins de pages. Voilà, on a toujours quand même les règles pour les premières sessions, les menaces, la description donc des mouvements, enfin, des moves, enfin, je vais dire des mouvements, des actions basiques, des mouvements périphériques aussi. Hein. Les mouvements périphériques, c'est tous ceux qui ont lieu, on va dire, qui sont également utiles dans le jeu pour résoudre certaines choses, comme par exemple les dégâts. Voilà, ça reste une action de jeu où on lance des dés et on rajoute un bonus, mais qui a évidemment comment dire, une mécanique particulière, enfin une table particulière. Les manœuvres par exemple aussi de marchandage, etc. etc. Et ils ont mis en plus là-dedans des règles de combat, de poursuite et de combat en voiture qui n'existaient pas évidemment dans la première édition. Ça manquait quelque peu. Bon, on pouvait assez largement les, euh, les extrapoler à partir du système, et dans ce cas-là, il fallait créer, comment dire, des nouvelles tables. Là, elles sont dedans, et donc voilà, en plus des quelques archétypes supplémentaires qui existaient déjà en bonus dans la première édition, qui avait été débloquée. Donc sinon, voilà, cette édition-là, elle est encore trouvable, normalement. En version imprimée, je pense que c'est aussi possible. Bon, par contre, elle n'a jamais été traduite en français. Là, personne n'a osé, comment dire, refaire une telle prouesse, ou en tout cas n'a osé, on va dire, refaire une telle chose, ce qui est bien dommage, parce que bon, qu'un tel jeu, je pense, existe dans le paysage ludique, ça me paraît quand même être intéressant. Même si, bon, voilà, c'est pas un jeu pour tout le monde, hein, comme vous avez pu le voir. C'est un jeu qui va demander déjà d'être en tant que MJ très ouvert d'esprit, d'être en mesure de pouvoir voilà, changer ses pratiques de maîtrise, d'être en mesure donc de pouvoir partager la narration avec les joueurs, d'être avec des joueurs qui eux aussi sont capables, on va dire, voilà, d'appréhender une telle manière de jouer, une telle on va dire ambiance de jeu autour de la table. Donc il va y avoir énormément d'interactions entre les PJ sous forme donc de roleplay, et qui sont traduites, on va dire, en système de jeu. Voilà. Et avec un système de résolution qui est quand même assez particulier, et qui normalement, bon, moi je l'ai vu à l'emploi, ça fonctionne. Voilà. J'ai fait, comme je vous dis, 3 campagnes, 2 campagnes que j'ai maîtrisées, une assez classique pour tester le jeu qui a duré quelques séances, et une autre, à chaque fois ça dure quelques séances. Hein. C'est vraiment par contre une expérience, je pense, qui ne va pas, comment dire, se justifier en tout cas sur la durée, et qui va avoir un nombre de séances vraiment réduit, je dirais 5, 6, peut-être 12 séances si vous arrivez. Voilà, c'est des campagnes assez courtes malgré tout, parce qu'avec le système d'expérience, on voit que les personnages sont très très vite assez arrivés au taquet d'une certaine manière au niveau de leur progression. Ça dépend en fait de la manière dont vous jouez, mais bon, il peut y avoir des séances où on marque quasiment pas de points de progression, des séances où on va en marquer beaucoup. À partir de là, on peut mettre son personnage à la retraite. Hein. Il y a une règle qui permet de faire cela. Une fois qu'on a fait le tour de toutes les progressions, on change de personnage en fait, et on met son personnage à la retraite, on le met, comment dire, en sûreté, et on en prend un autre et on en développe un autre. Alors après, ça peut paraître assez, on va dire, également déroutant pour pas mal de gens. Pourtant, moi je trouve que voilà, c'est c'est dans l'esprit du jeu. Il n'y a vraiment pas, on va dire, je pense, de fausses notes à ce propos. Ça reste logique par rapport à ce qui est défini à la base. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais vous dire sur Apocalypse World. Je sais que d'une certaine manière, au moins ça va permettre à certaines personnes, vous en ayant parlé, peut-être de se dire, ah bah voilà, ce jeu n'est pas du tout fait pour moi. Et dans ce cas-là, je pense que ma vidéo était utile, vous était utile, et j'en suis très heureux. Si ce jeu par contre vous a plu par rapport à ce que je vous en ai dit, si ça vous a teasé, si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez la possibilité de très facilement le trouver donc en PDF ou en version imprimée en VO. Hein. Par contre, voilà, en VF il n'existe plus.
Alors vous pouvez peut-être encore le trouver, mais bon, ceux qui l'ont généralement, ouais, j'en ai rarement vu sur le marché de l'occasion. Ce qui veut dire que les gens qui l'ont, ils le gardent. Mais je ne sais pas s'ils y jouent encore, mais en tout cas, je pense que voilà, ils ont tout lieu de le garder, comment dire, dans leur collection, parce que ben voilà, c'est un représentant, si je puis dire, d'une certaine réflexion sur le jeu de rôle, d'une certaine période où on cherchait à faire évoluer justement notre passion. Moi, c'est un jeu qui m'a été, je pense, extrêmement formateur sur plein d'aspects, qui m'a donné envie, en tout cas, de jouer autrement, d'essayer d'autres choses. Euh, Après, il faut avoir évidemment le groupe de joueurs. Moi, je sais que mes joueurs sont pas sur le papier très, très enclins à ce genre d'expérience. Je leur ai fait tester, ils ont aimé, mais voilà, ils voudront pas de toute façon en refaire dans le futur. Je pense, en tout cas, voilà, même si voilà, c'est une expérience en tout cas qui leur a changé la vie et qui, même si ça les a intéressés, même si ça leur a plu, je pense pas que c'est une expérience qu'on va répéter, comment dire, à l'infini. Je ne pense pas. Le jeu n'est pas fait pour, je pense, enfin si le jeu peut le faire, mais je pense pas que ce soit, on va dire, intéressant. Surtout si on est quand même plutôt dans un esprit jeu traditionnel. Alors après, il y a tous les hacks évidemment qui existent autour du système de jeu qui vous permettent de jouer dans n'importe quel univers. Et donc, justement, je vous parlerai la semaine prochaine de Dungeon World, puisque Apocalypse World a eu sa propre version Medfan, et c'est là que bah, vous pourrez, je pense, trouver également votre bonheur, parce que il a un certain cachet, un certain intérêt, et bah, je vous en parlerai en tout cas la semaine prochaine, pour vous dire ce qu'on peut faire en tout cas sur d'autres genres avec, on va dire, un système aussi original et aussi, on va dire, inattendu que celui justement d'Apocalypse World et du PBTA. Et il y en a plein d'autres, hein, de toute façon, des PBTA qui ont, qui ont fait des choses quand même très admirables. Berlin 18, dont je vous ai parlé également déjà, qui a été donc justement traduit en PBTA. Il y a également donc The Sprawl, qui est quand même lui aussi quelque chose d'extrêmement intéressant sur le genre cyberpunk. Voilà, donc on a vraiment malgré tout des déclinaisons qui ont un intérêt ludique, mais qui vous demandent vraiment de revoir complètement votre manière de jouer et de vous lancer dans une expérience sans filet quasiment pour le MC, et avec des joueurs, on va dire, qui sont vraiment prompts à changer leurs habitudes, joueurs et MJ, hein, d'ailleurs, MC, d'ailleurs, à chaque fois, il va falloir que je le précise. Mais malgré tout, je pense que le jeu en vaut la chandelle, même si je pense malgré tout que ça doit rester une expérience, on va dire une parenthèse, qui pour moi en tout cas se finit, et après on revient peut-être à nos jeux traditionnels qu'on a aimés, mais au moins on aura le souvenir d'avoir fait quelque chose de différent, qu'on n'avait pas l'habitude de faire, et ça c'est pour moi quelque chose en tout cas que j'ai trouvé intéressant. Du point de vue en tout cas du vieux con, du vieux rôliste, on va dire traditionnel que je suis, et c'est ça qui, on va dire, qui m'a touché, qui m'a en tout cas intéressé dans cette proposition ludique qui était celle donc d'Apocalypse World. Donc voilà, c'était Magna Magister. Je vous souhaite donc une bonne journée, de bonnes vacances si vous l'êtes toujours en vacances. Je vous dis donc, mettez des commentaires si vous aussi vous avez joué à Apocalypse World, si vous avez aimé, si vous avez détesté. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, si vous découvrez la chaîne. Il y a énormément d'autres vidéos pour vous présenter bien d'autres jeux qui pourraient probablement vous plaire ou ne pas vous plaire. Et dans ce cas-là, au moins vous ne les achèterez pas par erreur. Voilà, soutenez la chaîne, venez sur le Discord pour bavarder. Voilà, soutenez-moi, j'en ai besoin pour pouvoir continuer à vous faire rêver et à titiller votre imagination en vous donnant envie de jouer à des jeux. Voilà, c'était Magna Magister. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!